Puis-je rester ici? Quelqu'un me suit. Le millionnaire ne la crut presque pas, jusqu'à ce qu'une ombre apparaisse derrière la vitre. Le hall de ce gîte d'affaires, situé au cœur d'un village en Normandie, était baigné d'une lumière vive et silencieuse, de cette tranquillité particulière qui s'installe dans les lieux de passage à la fin d'une longue journée de travail. Les immenses parois de verre reflétaient le paysage extérieur où la nuit tombait déjà, enveloppant les collines et les toits d'ardoise d'une obscurité précoce. Au loin, le bruit rythmé et sourd d'un TER, train régional, traversant la campagne rappelait que le monde continuait de tourner, indifférent. Le sol en pierre polie renvoyait l'écho feutré des pas, et l'air ambiant portait une odeur riche et réconfortante de bœuf bourguignon et de vin, des effluves qui s'échappaient des cuisines voisines et se mêlaient aux bouffées d'air froid qui s'engouffraient chaque fois que les portes coulissantes s'ouvraient. Stéphane se tenait près du comptoir de réception désert, faisant défiler des messages sur son téléphone, sa veste de costume toujours posée sur ses épaules. Il était resté plus tard que prévu, comme à son habitude, terminant un appel international qui ne pouvait attendre le lendemain matin. Son reflet dans la baie vitrée lui renvoyait l'image d'un homme fatigué mais composé, un homme habitué à maîtriser les emplois du temps, à prévoir les résultats et à contrôler son environnement. Dehors, le village en Normandie poursuivait son rythme lent, ignorant tout de lui ou de ses pensées. Puis-je rester ici? La voix était si basse, si ténue, qu'il crut d'abord l'avoir imaginée, une hallucination auditive née de la fatigue. Stéphane leva les yeux, une expression d'irritation prête à se dessiner sur son visage, puis s'arrêta net. Une petite fille se tenait à quelques pas de lui. Elle était assez proche pour qu'il se demande depuis combien de temps elle l'observait en silence. Elle avait environ 6 ans, des cheveux blonds tirés en arrière de manière désordonnée, et des yeux bleus d'un sérieux troublant, bien trop grave pour son âge. Elle portait une simple robe d'école bleue, légèrement froissée, et un sac à dos rouge pendait à ses épaules, semblant si lourd qu'il menaçait de la faire basculer en arrière. Ses petites mains étaient crispées autour des bretelles du sac, les jointures blanchies, comme si le fait de lâcher prise risquait de provoquer une catastrophe. Avant que Stéphane ne puisse formuler une réponse, elle parla de nouveau, encore plus doucement. « Quelqu'un me suit. » Les mots tombèrent étrangement, sans drame, sans panique hystérique, comme si elle énonçait un fait inéluctable qu'elle avait déjà accepté. Stéphane se redressa, toute son attention désormais focalisée sur elle. Il jeta un coup d'œil instinctif autour du hall du gîte, cherchant la présence d'un adulte, d'un enseignant, ou d'un parent se précipitant à l'intérieur avec l'inquiétude gravée sur les traits. Mais personne ne vint. « Qui te suit ?» demanda-t-il, s'efforçant de garder une voix calme et posée. La fillette secoua légèrement la tête. « Je ne sais pas, dit-elle, mais il est derrière moi depuis que j'ai quitté l'école. » Stéphane fronça les sourcils. Le hall était équipé de caméras, des agents de sécurité patrouillaient discrètement dans le domaine, et l'entrée était surveillée en permanence. Tout, dans ce lieu luxueux, suggérait la sécurité absolue. Il se dit que les enfants comprenaient souvent mal les ombres, que la peur pouvait inventer des histoires lorsque la journée avait été trop longue et l'imagination trop fertile. « Tu es en sécurité ici, » dit-il avec précaution, choisissant ses mots. « Peut-être as-tu juste eu peur. » Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, son regard dériva lentement vers la grande paroi de verre qui donnait sur la rue du village. Sa prise sur les bretelles de son sac à dos se resserra encore, et ses épaules se soulevèrent imperceptiblement, comme si elle se préparait à un impact, à une confirmation redoutée. Stéphane suivit son regard. Dehors, parmi les reflets des lampadaires et la brume normande, quelque chose bougea. Une forme plus sombre se rapprocha de la vitre, juste assez pour se détacher du reste de la nuit. La silhouette d'un homme, immobile et observatrice, le visage obscurci par l'ombre et les reflets du verre. Le souffle de Stéphane se bloqua dans sa gorge. En cet instant précis, le hall du gîte ne lui sembla plus lumineux ni contrôlé. Il se sentit soudainement exposé, vulnérable. La petite fille fit un pas vers lui sans réfléchir, et pour la première fois depuis qu'elle avait pris la parole, la peur apparut enfin sur son visage. « C'est lui » chuchota-t-elle. Stéphane ne détourna pas les yeux de la vitre. Il tendit la main vers le bouton d'appel de la sécurité situé sous le comptoir, ses mains restant stables malgré la montée subite d'adrénaline qui envahissait ses veines. Il réalisa alors à quel point il avait été proche de la renvoyer, de ne pas la croire. Avec quelle facilité il aurait pu lui dire de rentrer chez elle, et combien tout aurait pu être tragiquement différent s'il avait choisi de ne pas écouter. Les portes restèrent fermées, le verre tenant bon,
barrière fragile mais essentielle entre l'intérieur et l'extérieur. Mais Stéphane savait que ce moment avait déjà franchi une ligne invisible. Quoi qu'il arrive ensuite, ni l'un ni l'autre n'oublierait l'instant où une voix calme avait demandé de l'aide et avait finalement été crue. Les secondes qui suivirent parurent s'étirer, irréelles, comme si l'air lui-même, chargé de l'odeur de bœuf bourguignon et de vin, s'était alourdi. Stéphane garda les yeux fixés sur la paroi de verre, observant la forme sombre à l'extérieur bouger légèrement avant de reculer dans le flou des lumières du village et de la nuit. L'homme n'essaya pas d'ouvrir la porte. Il se contenta de rester là, assez longtemps pour être vu, pour marquer sa présence, puis il disparut du champ de vision, laissant derrière lui un sentiment de malaise qui persistait comme une image rémanente désagréable sur la rétine. Stéphane expira lentement et reporta son attention sur la fillette. Elle se tenait si près de lui maintenant que son épaule effleurait le tissu de son costume, ses yeux grands ouverts et fixés sur l'endroit exact où la silhouette s'était tenue. Sa respiration était superficielle, prudente, comme si elle craignait que même le bruit de son souffle ne la trahisse. « Tout va bien, dit Stéphane, baissant la voix pour ne pas briser le silence fragile. Tu es à l'intérieur. Il ne peut pas t'atteindre. Elle hocha la tête mais ne se détendit pas. Il attend, dit-elle doucement. Il attend toujours. La certitude dans ses mots fit marquer une pause à Stéphane. Combien de fois l'as-tu vu? Demanda-t-il, sentant une boule se former dans son estomac. Elle hésita, comptant silencieusement sur ses petits doigts. 3 fois, répondit-elle. Peut-être 4. Il reste près du portail de l'école, parfois près de la boulangerie. Aujourd'hui, il m'a suivi. Stéphane sentit sa poitrine se serrer. La mention de la boulangerie, lieu si quotidien et anodin, rendait la menace encore plus réelle. Il jeta un coup d'œil vers le poste de sécurité et capta l'attention d'un des gardiens, lui faisant signe subtilement de s'approcher. Puis il se tourna de nouveau vers la petite fille. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Manon, répondit-elle. « Je m'appelle Stéphane, dit-il. »« Manon, est-ce que tu passes souvent par ici » Elle secoua la tête. « Non, mais la porte était ouverte et je ne savais pas où aller d'autre. » La réponse portait un poids bien plus lourd qu'elle n'aurait dû. Stéphane l'imagina debout sur le trottoir humide, décidant en quelques secondes effrayées où se trouvait la sécurité, choisissant ce bâtiment, ce gîte d'affaires, parce qu'il semblait lumineux, solide et gardé. Il se demanda combien d'autres endroits elle avait passé qui ne lui avaient pas semblé assez sûrs pour y entrer. « Où est ta maman » demanda-t-il. « Au travail, dit Manon. Elle finit tard. Je rentre toujours seul à pied. » Le gardien arriva alors, un homme grand à la présence calme et rassurante. Stéphane lui expliqua brièvement la situation, gardant une voix neutre, tandis que Manon écoutait attentivement, ne perdant pas une miette de l'échange. Le gardien hocha la tête et se dirigea vers l'entrée, scannant la rue sombre à travers la vitre. « Est-ce qu'il t'a dit quelque chose » demanda Stéphane à Manon. Elle secoua la tête. « Non, il regarde juste. Quand je m'arrête, il s'arrête. Quand je marche plus vite, il marche plus vite aussi. » La mâchoire de Stéphane se contracta. Il était habitué à résoudre des problèmes avec des données, de la logique, des stratégies financières. Mais ce genre de danger ne s'annonçait pas clairement avec des chiffres. Il se cachait dans des motifs, dans des instincts, dans la connaissance silencieuse d'un enfant qui avait appris, par nécessité, à prêter attention. « Nous allons appeler la police, » déclara Stéphane. « Et nous appellerons ta maman. » Le visage de Manon pâlit légèrement à la mention de sa mère. « Je ne veux pas qu'elle soit fâchée, » dit-elle. « Elle ne le sera pas, » répondit Stéphane, bien qu'il ne sût pas si c'était vrai, connaissant la détresse que cela causerait. « Tu as fait la bonne chose. » Manon le regarda longuement, scrutant son visage avec la même concentration prudente qu'elle avait utilisée dans la rue. Lentement, elle hocha la tête, comme si elle acceptait que, pour l'instant, elle n'avait plus à décider quoi que ce soit toute seule. Dehors, la rue du village semblait redevenue normale. Quelques voitures passaient, le bruit lointain du TER résonnait encore, rien ne suggérait ce qui venait de se passer. À l'intérieur, Stéphane se sentait terriblement conscient de la minceur de la ligne entre la sécurité et le danger, et d'à quel point il avait failli ignorer une demande silencieuse qui portait bien plus de poids qu'il ne l'avait réalisé. La gendarmerie arriva plus vite que Stéphane ne l'avait espéré, leur présence coupant net le calme inquiet qui s'était installé dans le hall.
2 gendarmes entrèrent, secouant le froid de leurs uniformes, leurs expressions alertes mais contrôlées. Le gardien du gîte leur parla doucement près de l'entrée, faisant un geste vers la paroi de verre puis vers Manon, qui se tenait rigide à côté de Stéphane, ses doigts toujours verrouillés autour des bretelles de son sac à dos rouge. Stéphane s'accroupit légèrement pour être à sa hauteur. « Ils sont là pour aider, dit-il doucement. Tu n'as pas à avoir peur. » Manon hocha la tête, mais ses yeux ne cessaient de bouger, traquant chaque reflet dans le verre, chaque ombre qui passait dehors. Il était clair que ce n'était pas la première fois qu'elle attendait le retour du danger. L'un des gendarmes s'approcha d'eux et s'agenouilla également, adoucissant sa posture autoritaire. Il parla à Manon calmement, lui demandant de lui raconter ce qu'elle avait vu, où elle marchait, depuis combien de temps l'homme la suivait. Manon répondit avec soin, choisissant ses mots avec la précision de quelqu'un qui savait qu'elle avait besoin d'être crue. Elle décrivit le manteau de l'homme, la façon dont il restait juste assez loin pour ne pas être remarqué par les autres, comment il ne parlait jamais mais ne disparaissait jamais non plus. Pendant qu'elle parlait, Stéphane sentit une lourdeur croissante dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'imagination. C'était un schéma, une prédation. Le gendarme hocha la tête lentement, puis se leva et s'écarta pour parler à son collègue. Stéphane saisit des fragments de leur conversation, signalement, appel précédent, une description qui semblait familière. Son malaise s'approfondit lorsqu'il réalisa que ce n'était pas un incident isolé dans la région. Quelques minutes plus tard, les portes vitrées coulissèrent de nouveau, et une femme se précipita à l'intérieur, le visage pâle et frénétique. Manon se tourna au bruit de ses pas précipités et quelque chose dans sa posture se brisa enfin. « Maman » chuchota-t-elle. Sandrine se rua vers l'avant et tomba à genoux, attirant Manon dans ses bras avec des mains tremblantes. « Je suis tellement désolée » répétait-elle, sa voix se brisant sous l'émotion. « J'étais en retard. J'aurais dû être là. » Manon s'accrocha à elle, mais ses yeux glissèrent brièvement vers Stéphane, comme pour vérifier s'il était toujours là. Il resta à sa place, leur laissant de l'espace, mais sans s'éloigner. Les gendarmes expliquèrent ce qui s'était passé, leur voix calme mais grave. Sandrine écouta en silence, sa main pressée protectrice contre le dos de sa fille. Lorsqu'ils mentionnèrent des rapports similaires près de l'école, son visage se vida de toutes couleurs. « Je pensais qu'elle avait juste peur », dit-elle doucement, la culpabilité saturant sa voix. « Elle m'a parlé d'un homme une fois, mais je n'ai vu personne. Je ne voulais pas l'effrayer davantage. » Stéphane ressentit une vive douleur à ces mots. Il comprenait l'instinct de rejeter la peur quand la vie était déjà lourde, quand il y avait des factures à payer, des horaires à respecter et plus de place pour imaginer les pires scénarios. Pourtant, le coup de l'incrédulité se tenait tremblant devant eux. Les gendarmes l'assurèrent qu'ils augmenteraient les patrouilles près de l'école et commenceraient à rechercher activement l'homme que Manon avait décrit. Ils prirent des dépositions, notèrent des détails, posèrent des questions de suivi prudentes. Le temps passa presque inaperçu jusqu'à ce que les lumières du hall du gîte se tamisent légèrement, signalant l'heure tardive. Lorsque les gendarmes partirent enfin, le bâtiment sembla trop silencieux. Sandrine remercia Stéphane à plusieurs reprises, sa gratitude brute et sans filtre. « Si elle n'était pas entrée ici. » dit-elle, incapable de finir sa phrase, l'horreur de l'alternative la submergeant. Manon s'éloigna un peu de sa mère et revint vers Stéphane. Elle hésita, puis parla. « Tu es resté » dit-elle simplement. Stéphane croisa son regard. « Tu as été assez courageuse pour demander » répondit-il. C'est ce qui comptait. Elle considéra cela un instant, puis hocha la tête comme si elle rangeait cette idée dans un endroit sûr de son esprit. Alors que Manon et Sandrine marchaient ensemble vers la sortie, Stéphane les regarda partir, les portes vitrées se refermant doucement derrière elles. Le hall du gîte revint à la normale. Des téléphones sonnaient au loin. Des pas résonnaient. Le village dehors continuait sa nuit. Mais Stéphane resta là où il était, troublé par la proximité du danger et par la facilité avec laquelle il aurait pu être manqué. Il comprenait maintenant que la sécurité ne dépendait pas seulement de verrous, de caméras et de systèmes sophistiqués. Parfois, elle dépendait d'une seule décision, s'arrêter, écouter, et prendre au sérieux une petite voix quand elle demandait de l'aide. Cette nuit ne se termina pas lorsque les portes du hall se refermèrent derrière Manon et sa mère. Stéphane quitta le bâtiment plus tard que d'habitude, mais le village ne lui semblait plus familier. Les reflets dans les vitres, le mouvement des ombres entre les voitures garées, le rythme ordinaire des gens rentrant chez eux,
tout portait un poids nouveau. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à observer au lieu d'avancer aveuglément, remarquant des détails qu'il s'était entraîné à ignorer. Le sommeil ne vint pas facilement dans sa maison de campagne. Lorsqu'il finit par s'endormir, son repos fut superficiel et agité, rempli d'images fragmentées d'une petite silhouette debout seule derrière une vitre, d'une ombre qui ne disparaissait jamais tout à fait. Stéphane se réveilla avant l'aube avec l'étrange certitude que l'histoire n'était pas terminée, que ce dont il avait été témoin n'était que le bord visible de quelque chose de bien plus sombre. Le lendemain matin, il appela son assistant et annula ses réunions matinales sans explication. Au lieu de cela, il monta dans sa Renault 4, une voiture qu'il gardait pour ses séjours en Normandie, et conduisit vers l'école que Manon avait mentionnée. Il se gara de l'autre côté de la rue, restant assis dans l'habitacle de sa voiture plus longtemps que nécessaire. Les enfants arrivaient par grappes, riant, se bousculant, leurs sacs à dos rebondissant contre leurs épaules. Les parents embrassaient des fronts et faisaient des signes de la main avant de se détourner. Tout semblait normal, presque douloureusement normal. Stéphane resta quand même. Il se dit qu'il était prudent, que ce n'était pas sa responsabilité, mais il ne partit pas. Il surveillait les trottoirs, les coins de rue, les endroits où quelqu'un pourrait se tenir inaperçu. Pendant près d'une heure, rien ne se passa. Puis, juste au moment où la dernière cloche sonna, il le vit. L'homme se tenait près de la boulangerie de l'autre côté de la rue, à moitié caché par un panneau publicitaire. Il ne semblait pas menaçant au premier coup d'œil. Taille moyenne, vêtements neutres, rien qui n'attirait l'attention. Pourtant, il n'achetait rien, ne parlait à personne, ne consultait pas son téléphone. Il regardait le portail de l'école. L'estomac de Stéphane se noua. L'homme bougea légèrement lorsqu'un groupe d'enfants passa, puis s'immobilisa de nouveau. Son regard s'attardait trop longtemps, suivait les mouvements trop précisément. Stéphane saisit son téléphone, son pouce stable mais froid, et composa le numéro que la gendarmerie lui avait donné la veille au soir. « C'est Stéphane, dit-il doucement. Je crois que je vois l'homme que vous cherchez. » Les gendarmes arrivèrent en quelques minutes, discrets mais alertes. Stéphane resta dans sa Renault 4, observant les officiers s'approcher de l'homme, lui parler et lui demander de s'écarter. L'homme résista d'abord, puis obtempéra, son calme glissant juste assez pour révéler une irritation sous-jacente. Lorsqu'ils l'emmenèrent, Stéphane expira pour ce qui sembla être la première fois de la matinée. Plus tard cet après-midi-là, Stéphane reçut un appel d'un numéro inconnu. « C'est Sandrine. » Sa voix tremblait en parlant. « Ils l'ont interrogé, dit-elle. Ils ont trouvé des photos sur son téléphone. Des enfants, de Manon. » Le mot se logea dans la poitrine de Stéphane comme quelque chose de tranchant et d'immuable. Il ferma les yeux, agrippant le bord de son bureau en chêne massif. « Ils ont dit,